Un mois, un message au patron, on n'a jamais servi autant de plats. Le mois suivant, un autre message, presque inquiet, ce n'est pas normal, ce volume-là. Le mois d'après, une plaisanterie qui sonne un peu moins comme une blague, l'équipe en rêve la nuit. Et puis, un dernier message, plus court que les autres, demain, c'est fini. Personne, au début de cette histoire, n'a pensé qu'elle finirait par un problème. On pense rarement que le succès puisse en être un. C'est une des erreurs de calcul les plus systématiques qu'on commette en affaires, et pourtant elle ne porte presque jamais de nom. On classe les risques d'un projet en une seule catégorie, ce qui pourrait mal se passer. La demande trop faible, la concurrence trop forte, le budget trop court. On ne classe presque jamais, dans la même catégorie de risques, la possibilité que tout se passe trop bien. Et pourtant, un succès non anticipé casse des structures avec la même régularité qu'un échec, simplement d'une manière moins spectaculaire, presque honteuse à admettre. On a été débordé par sa propre réussite, et personne ne veut raconter cette histoire-là comme un problème. Une entreprise qui prévoit se protéger contre l'échec mais jamais contre le succès n'a construit qu'une moitié de son architecture. L'autre moitié, personne n'y pense, jusqu'au jour où elle manque cruellement. Regardez le mécanisme, pas l'anecdote. Une promotion, un produit, un service est conçu pour un volume donné, une capacité de cuisine, une chaîne d'approvisionnement, une équipe dimensionnée pour un flux habituel. Quand la demande dépasse largement cette capacité, ce n'est jamais une bonne nouvelle pure. C'est une bonne nouvelle qui teste, en temps réel, une architecture qui n'a jamais été conçue pour ce niveau de charge. Les stocks s'épuisent plus vite que prévu. Les équipes s'épuisent, elles aussi, à un rythme qu'aucun plan n'avait anticipé. La qualité, tenue difficilement au début, commence à se fissurer sous la pression du volume. Et l'entreprise se retrouve devant un choix qu'elle n'avait jamais préparé, investir en urgence pour absorber ce succès, ou l'arrêter avant qu'il ne détruise ce qu'il a construit. On a tendance à croire que ce choix est simple, vu de l'extérieur. Il ne l'est jamais. Investir en urgence pour suivre une demande qu'on ne sait pas encore durable revient à parier une somme importante sur un signal qu'on n'a pas eu le temps de vérifier. Arrêter, à l'inverse, revient à abandonner volontairement un succès réel, au moment précis où il est le plus visible, avec le risque de décevoir une audience qui venait tout juste de vous découvrir. Ce dilemme n'a presque jamais de bonne réponse universelle. Ce qu'il révèle, en revanche, est beaucoup plus utile. La vraie question n'aurait jamais dû se poser dans l'urgence. Elle aurait dû se poser bien avant, au moment de la conception, sous une forme précise, jusqu'où cette structure peut-elle tenir si tout se passe mieux que prévu, et pas seulement si tout se passe moins bien. On ne construit pas une architecture uniquement pour résister à l'échec. On la construit aussi pour résister à sa propre réussite. L'histoire industrielle regorge d'exemples de produits qui ont connu un engouement si soudain que la chaîne d'approvisionnement censée les soutenir s'est effondrée sous son propre succès. Un fournisseur habitué à écouler un volume stable se retrouve, du jour au lendemain, avec une demande multipliée par 10, sans que ses propres fournisseurs, ses propres capacités de production, aient eu le temps de suivre. La rupture de stock qui en résulte n'est jamais interprétée, sur le moment, comme un problème de dimensionnement. Elle est vécue comme une victoire commerciale gâchée par un simple contretemps logistique. C'est une erreur de lecture qui coûte cher, le contretemps logistique n'était pas un accident extérieur au succès. Il en était la conséquence directe et prévisible, pour quiconque aurait pris la peine, avant même le lancement, de se demander ce qui se passerait si la demande dépassait largement les prévisions les plus optimistes. Ce principe s'observe avec une régularité presque mécanique dans le monde des jeunes entreprises technologiques. Un service qui devient soudainement viral, porté par un contenu qui a explosé sans prévenir, se retrouve parfois submergé par un afflux d'utilisateurs que ses serveurs, son support client, ou sa capacité de production n'avaient jamais été dimensionnés pour absorber. Le service plante, ralentit, déçoit une audience qu'il a découvert au pire moment possible, au sommet de sa popularité, quand la première impression compte le plus. L'histoire qu'on raconte après coup parle presque toujours d'un problème technique. Le vrai problème n'était jamais technique. Il était structurel, posé bien avant que la viralité ne survienne, dans une architecture pensée uniquement pour un scénario de croissance progressive, jamais pour un scénario de choc soudain. Un système qui ne tient que dans son scénario le plus probable n'est pas un système robuste. C'est un système qui n'a jamais rencontré son véritable test. La même logique traverse la gestion d'une équipe confrontée à un afflux soudain de travail. Quand une charge de travail explose sans prévenir, un contrat majeur signé plus vite que prévu, une demande client qui décuple en quelques semaines,
l'erreur la plus fréquente consiste à demander davantage d'efforts individuels aux mêmes personnes, plutôt que d'interroger si la structure elle-même est capable d'absorber ce nouveau volume. On traite un problème d'architecture comme s'il s'agissait d'un problème de motivation. Les équipes s'épuisent alors sous une charge que personne n'a jamais eu l'intention de leur imposer, simplement parce que personne n'avait anticipé qu'un tel niveau de succès puisse un jour arriver aussi vite. Ne confondez plus l'intensité d'un effort et la solidité d'une structure. Un effort intense peut compenser un manque d'architecture pendant un temps limité. Il ne le remplace jamais durablement. Il y a un coût encore plus insidieux à ce type de succès mal absorbé, qui dépasse largement la simple fatigue d'une équipe, la dégradation silencieuse de la qualité qui a justement provoqué l'engouement au départ. Un produit ou un service devient populaire précisément parce qu'il tient une promesse avec constance. Quand le volume dépasse ce que la structure peut soutenir sans compromis, cette constance commence à se fissurer, presque imperceptiblement au début, un délai un peu plus long, une finition un peu moins soignée, une attention un peu plus rare. Personne ne le remarque immédiatement, parce que la réputation acquise continue, pendant un temps, à porter la marque au-delà de ce qu'elle mérite encore réellement. Puis l'écart devient trop grand pour rester invisible, et la chute de réputation qui suit paraît soudaine à ceux qui l'observent de l'extérieur, alors qu'elle s'est en réalité construite, lentement, dès le premier jour où la demande a dépassé la capacité sans que personne n'ose le reconnaître à voix haute. Il y a une raison précise pour laquelle cette catégorie de risques reste si souvent absente des plans qu'on prépare à l'avance. On planifie naturellement contre ce qu'on redoute, jamais contre ce qu'on espère. Personne ne veut passer du temps à imaginer, en détail, le scénario où tout dépasse ses attentes, ça semble presque superstitieux, comme si s'y préparer risquait de l'empêcher d'arriver. C'est une erreur de raisonnement coûteuse, le succès non préparé fait autant de dégâts réels que l'échec non préparé. Il fait simplement moins de bruit dans les bilans, parce qu'on continue, au milieu du chaos, à afficher les chiffres qui montent. Cette même dynamique existe à l'échelle individuelle, dans les carrières qui basculent brutalement après une opportunité inattendue. Quelqu'un qui reçoit, sans y être préparé, une visibilité soudaine, une occasion professionnelle bien plus grande que ce qu'il gérait jusque-là, une responsabilité qui arrive plus vite que prévu, traverse souvent une période de grande fragilité, alors même que tout, de l'extérieur, ressemble à une réussite éclatante. Ce n'est pas un manque de compétences qui explique cette fragilité. C'est l'absence d'une architecture personnelle, des habitudes, des soutiens, une organisation du temps dimensionnée pour un niveau d'exigence qu'on n'avait jamais anticipé d'atteindre aussi rapidement. On ne prépare jamais quelqu'un à réussir trop vite. On le prépare seulement à échouer, et cette asymétrie finit toujours par se payer, d'une façon ou d'une autre. Il existe pourtant une issue plus digne que l'effondrement sous la charge ou l'urgence mal maîtrisée, savoir arrêter volontairement, au bon moment, avant que le succès ne se retourne contre ce qu'il a construit. C'est exactement ce que raconte, sans le dire explicitement, une promotion qui se termine sur un dernier message plus court que les précédents. Ce n'est pas un aveu d'échec. C'est une décision d'architecture, prise à temps, plutôt que subie dans la panique. Arrêter au sommet demande un courage différent de celui qu'on célèbre d'ordinaire. On admire facilement celui qui persévère face à la difficulté. On admire beaucoup plus rarement celui qui choisit de clore quelque chose au moment précis où tout le monde, de l'extérieur, lui dirait de continuer. C'est pourtant souvent la décision la plus rationnelle, mieux vaut terminer une réussite en pleine maîtrise que la laisser s'effondrer sous son propre poids, faute d'avoir été dimensionné pour durer à cette échelle. Alors la vraie question à se poser, face à un projet qui commence à bien fonctionner, n'est jamais seulement « comment faire pour que ça continue de croître ?» C'est une question qui vous pousse toujours vers plus de volume, sans jamais interroger si la structure suit. La vraie question est, à quel niveau de succès mon architecture actuelle cesse-t-elle de tenir, et qu'est-ce que je fais, dès maintenant, pour repousser cette limite avant d'y être poussé sans préavis. Ce déplacement change la nature du problème. Il transforme la croissance, souvent vécue comme une simple accumulation de bonnes nouvelles, en un vrai sujet d'ingénierie, au même titre que la prévention d'une crise classique. On ne subit jamais un succès qu'on a anticipé. On ne subit que celui qu'on n'a jamais imaginé possible. Reprenez l'image du début. Un volume qui grimpe mois après mois, une équipe qui tient bon un peu plus longtemps qu'elle ne le devrait, et une fin choisie, plutôt qu'imposée, au moment où la charge devenait trop lourde pour continuer sereinement. Ce n'est pas une histoire d'échec. C'est une histoire d'architecture qui a fini, à temps, par reconnaître ses propres limites. C'est cette logique qu'il faut transposer partout où vous espérez, un jour, un succès plus grand que ce que vous gérez aujourd'hui.